Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. Défaite 4-0 du Milan hier soir à domicile face au Napoli. Ouverture du score d'Alan à la 13e suite à une relance dont seul Zapata a le secret. But ensuite d'Insigne à la 48e puis à la 67e sur coup franc, magnifique coup franc d'ailleurs. Et enfin but contre son camp d'Eli à la 77e, c'est la totale. Nous n'avions pas vu ça depuis très longtemps, certains le prédisaient. Et pour en parler avec moi aujourd'hui, Nico, Emilia et Superio. Salut à vous. Bonsoir. Salut. Nico, comme souvent, t'étais au match, donc je te laisse démarrer. Ton sentiment sur cette rencontre? De la haine, de la honte et beaucoup de colère, car je reviens pas que la dernière émission que j'ai fait ici, c'était après Udine, où je disais que ce qui était bien avec ce Milan, c'est qu'on avait hâte d'être le week-end prochain pour voir un peu, car on voyait un Milan en progrès. Et en fait, depuis que j'ai dit ça, j'ai l'impression que c'est la chute à chaque match, c'est de pire en pire. Déjà contre le Genoa, le week-end d'avant, ça n'avait pas été bien reluisant. Mais là, ils ont dépassé tout ce qu'on pouvait imaginer. Perdre face à plus fort, car il faut reconnaître le mérite à cette équipe de Naples qui a été meilleure que le Milan et qui a bien joué, enfin qui a joué au foot tout simplement aussi. Mais perdre en ayant l'impression qu'ils ne s'en sont même pas battus en fait sur le terrain. C'est ça qui est terrible, qu'il n'y a même pas eu de la hargne, il n'y a pas eu à part Bonaventura à un moment qui a mis un mauvais coup à 1-0 ou à 2-0 parce qu'il en avait marre de courir derrière le ballon. Mais je veux dire, on s'est fait marcher dessus, on s'est laissé piétiner. On a de la chance qu'il y a eu 2-3 coups qui ont été mal joués par le Napoli, car l'addition aurait pu être encore beaucoup plus salée. Mais franchement, il n'y a rien qui a évolué. C'est con de dire ça, on passe du tout au rien par rapport à il y a 2 semaines, mais il n'y a rien qui a évolué dans ce Milan. Pourtant, les joueurs sur le terrain sont pas les mêmes que l'année dernière. Mais j'ai l'impression que les problèmes qu'il y avait avec Pipo, on voit le même début de saison que l'année dernière avec Pipo, quoi. C'est-à-dire un bon début. Et tout de suite, après, le Milan qui retrouve tous ses défauts. Oui, alors comme souvent, il y a des considérations de qualité individuelle, des considérations tactiques, des considérations aussi psychologiques. Emilia, tu nous aides à trancher tout ça? Alors déjà, j'aimerais rappeler quelques stats. Alors effectivement, on n'avait jamais vu ça. On n'avait jamais vu ça. La Depuis dernière 1932. fois... Non, il y a eu un 6-1, on a pris 6-1 par la Juve en 97 et après il y a eu une défaite il y a 6 ans je crois dans le derby, mais bon un derby c'est jamais vraiment à domicile. Mais c'est vrai que voilà, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça, ça nous rappelle des heures dont on aimerait ne plus se souvenir. Que dire de plus? C'est triste, c'est un Milan moribond, qui ne propose rien ou pas grand chose et les quelques promesses qu'on a entrevues cet été semblent aujourd'hui, début octobre, déjà très très loin, envolées et perdues à jamais. C'est très inquiétant. Ouais, c'est certain. Alors après, je me rappelle les propos de Nico à la fin de l'émission contre Udinese, mais d'ailleurs on les partageait parce que c'est vrai qu'on avait vu une amélioration, notamment après l'insertion de Montolivo, même si Nico pensait que ça n'avait aucun rapport, mais je veux dire. On avait dit aussi lors de ce match-là qu'on avait vu un Milan à 2 visages avec une très belle facette en première mi-temps, mais aussi en deuxième mi-temps un Milan qui avait complètement explosé. Et une défense friable déjà, parce que c'est vrai qu'on prenait déjà beaucoup de buts. Là, on connaît les lacunes défensives du Milan depuis le début de saison, c'est certain. Alors là, en plus, notre meilleur défenseur central était suspendu. Puis Zapata a fait des siennes. Il faudrait revenir parce qu'il y a quand même. Si on finit la mi-temps à 0-0, c'est pas pareil. Je dis pas qu'évidemment, on est très inférieur. Ça, c'est évident au Napoli, surtout au Napoli actuel, surtout ce Milan-là, bien sûr. Mais il y a des circonstances aussi sur lesquelles il faudra revenir. Ça n'explique évidemment pas tout, Mais Superio, alors, va nous donner son sentiment avant qu'on aille dans les détails. Pour moi, c'était une démonstration napolitaine. Comme tu le disais, en ce moment, Naples engrange les points et les buts. Je crois que sur les derniers matchs, ils en sont à 18 buts marqués et un seul but encaissé. Mais ça n'explique pas tout. La composition d'équipe, pour moi, a été ratée. Et honnêtement, le duel tactique entre les deux entraîneurs a tourné à l'avantage du coach napolitain. Bien, alors on va essayer justement, parce que c'est ce que je disais, psychologie effectivement, des joueurs qui baissent les bras, on a l'impression qu'après le deuxième but il n'y avait plus rien. Qualité individuelle certainement, parce que c'est vrai que des gens, alors on pourra parler de Montolivo qui a soufflé le chaud et le froid et qui a fait aussi quelques relances à la Zapata dans le milieu de terrain, j'imagine que Nico, tu faisais allusion à ces failles. Seul point positif de cette déconvenue, Nigel de Jong n'était pas sur le terrain. Oui, on va dire ça, mais enfin il n'était pas bon les fois précédentes non plus, même s'il jouait pas à son poste, mais je veux dire, le Napoli, je reviens sur ce que je disais, aurait pu exploiter certains
certaines lacunes du milieu de terrain, certainement, ça aurait pu corser l'addition. Et puis il y a le problème tactique. Alors Emilia, toi qui aimes les innovations tactiques, et d'ailleurs on réserve ce grand débat pour une émission spéciale ultérieure, que fallait-il faire justement si jamais il était possible de faire quelque chose? Parce qu'on est peut-être un peu limité aussi, surtout en début de saison, je rappelle, avec une équipe où il y a beaucoup de nouveaux joueurs, beaucoup de jeunes, même si 2 n'étaient pas présents hier soir, un suspendu et un relayé sur le banc au profit de Chilio. Et c'est vrai, donc une osmose et un collectif nécessairement compliqué à mettre en place en si peu de temps. Alors en fait, moi j'aimerais poser des questions par rapport à l'entraîneur. Les questions, non pas concernant est-ce que c'est un bon entraîneur, est-ce qu'il doit être viré ou machin, non, ça non. Mais les questions que je me pose, c'est quelle est sa marge de manœuvre en fait. Parce qu'au final, on se rend compte de quoi? On se rend compte que bon, au-delà du fait que on est encore moins bien classé qu'on ne l'était l'année dernière avec Inzaghi, au même stade, j'entends. Surtout, on a effectivement, tu l'as dit, beaucoup de jeunes joueurs, un nouveau coach, beaucoup de nouveaux joueurs, et au final, on retrouve exactement le même système tactique, exactement les mêmes mises en place, tous les mêmes systèmes, la même animation, ou du moins la même absence d'animation. Tout est identique. On peut changer la personne qui est sur le banc, on peut changer les joueurs, rien ne bouge. Donc moi, je me pose la question de savoir les entraîneurs qui se succèdent sur le banc du Milan depuis la succession d'Ancelotti maintenant, ont-ils vraiment toute l'attitude quant à leur marge de manœuvre? Est-ce qu'ils peuvent faire vraiment ce qu'ils veulent? Jusqu'à quel point la dirigeance intervient dans les affaires tactiques de l'équipe? Je sais que notamment, ça c'est de notoriété publique, que Berlusconi avait dit et a maintenu que on ne jouera jamais à 3 en défense à Milan. Ça c'est un grand classique. On l'a fait en 99. Oui. 98, pardon, on a été champion comme ça avec Zaccheroni. Oui, bien sûr, mais ça a été quand même un discours qui est revenu assez souvent, etc. Et à la limite, moi, plus que la véracité du discours, c'est plus l'ingérence des dirigeants dans les affaires sportives de l'équipe et notamment au niveau tactique qui me pose question. Je me pose énormément de questions aujourd'hui, surtout après ce que je vois là avec Mihailovic. J'espérais des choses nouvelles et en final, on ne voit rien de neuf, quoi. Certainement, mais déjà, tu l'as souligné lors de la dernière émission, plus personne aujourd'hui joue avec 2 attaquants. Alors après, faut-il suivre les modes ou pas? Ça c'est un autre débat qu'on aura certainement, mais on sait à quel point Berlusconi est attaché à la présence de 2 attaquants. Il l'a souligné pendant des années, y compris à l'époque où Ancelotti alignait l'Albero Di Natale. Donc certainement qu'il y a une pression qui vient d'en haut. Maintenant, Mihailovic est-il sensible à la pression autant que ses prédécesseurs? J'en suis pas certain. Je sais que Soupalio veut réagir, donc je vais lui donner la parole tout de suite et Nico reprendra le relais après. Soupalio. Oui, je voulais réagir sur le milieu de terrain, parce que j'ai trouvé que les Napolitains avaient une circulation de balles assez exceptionnelle, mais qui était aussi facilitée par l'apathie milanaise au milieu de terrain. S'ils pouvaient sortir aussi facilement la balle, c'est que le milieu milanais ne faisait aucun pressing. Je comprends pas, depuis quelque temps, au Napoli, Jorginho est la lampe de lancement, et justement, ici, il n'est pas du tout menacé par un seul joueur milanais. J'ai pas compris pourquoi ne pas revenir à un marquage individuel avant le 6 marquer le 10 adverse. Là, ça n'a pas été le cas. Insigne, qui est un feu follet sur le côté, on lui a opposé De Chilio, qui n'est pas un foudre de guerre en niveau vitesse. Dans ce cas-là, pourquoi laisser Abaté sur le... Abaté blessé. Abaté blessé. D'accord. Abaté blessé malheureusement, et c'est vrai que sur le deuxième but notamment, le deuxième but qui a le 1-2, c'est ça? Oui. Voilà, je me suis dit la vitesse d'Abaté leur aurait fait du bien, mais effectivement il est pas là. Alors peut-être fallait-il garder Calabria qui a fait quelques bonnes sorties, et on sait que De Chilio n'est pas au niveau Milan depuis quelques temps, depuis longtemps d'ailleurs. Donc c'est vrai que c'est une question à se poser. Maintenant, De Chilio international, Calabria ne l'est pas, Mihailovic a peut-être cédé à cette pression-là. Puis il a ses têtes aussi, Mihailovic, il a du mal à revenir sur ses décisions. Il se cherche, c'est vrai, pas mal aussi. Nico, qu'en penses-tu? Ce que j'en pense, franchement, j'en pense plus grand-chose. On a été bouffé par cette équipe du Napoli au milieu du terrain, qui nous a vraiment marché dessus. C'était même d'une certaine façon beau à voir la manière dont jouait le Napoli, même si je rejoins Soperlio, que Milan n'a pas beaucoup embêté au milieu de terrain. Mais on voyait même à la fin de cette première mi-temps, je parlais avec mon cousin qui était avec moi au stade, qu'il y avait 1-0. Alors à ce moment-là, c'était assez équilibré quand même, mais on voyait que le Napoli était beaucoup plus facile que nous. Et quand ils avaient envie de mettre un coup d'accélérateur avec Higuain, avec Insigne qui nous a fait un mal terrible hier, même Calderon qui a été très brouillon, et Hamzik qui a pas fait une mauvaise passe déjà,
c'est plus facile le football, parce que nous à Milan, faut quand même remarquer quelque chose, c'est qu'on a du mal à enchaîner 3 passes. À un moment, ça va être difficile de gagner un match si on n'est pas capable de faire 3 passes consécutives. Après, on a des joueurs avec Bacca et Adriano qui sont des joueurs de profondeur. On a envoyé des ballons pendant tout le match sur un grand noir d'1m90 derrière qui s'appelle Koulibaly, qui était une montagne derrière. Il s'est régalé. Milan n'a pas pris un ballon de la tête. Alors il a fait un grand match au Koulibaly parce qu'il a annihilé toutes les actions du Milan. Mais en contrepartie, c'était facile pour lui. Il fait 1m90 ou 95 pour 90 kilos. À côté de Carlos Bacca, il fallait le voir à l'épaule, il faisait pas long feu. Luis Adriano qui était pas dans un grand jour. Il n'y avait aucune solution. Il n'y avait rien qui t'ait donné. C'est impossible de gagner un match dans ces conditions-là. Et même de sortir un match nul face à une bonne équipe. Il y a un point quand même que tu soulèves, je me suis baladé sur les forums à la mi-temps comme je le fais souvent et je notais que les gens ne s'alarmaient pas, c'est-à-dire qu'effectivement il y a cette erreur individuelle de Zapata, mais à la mi-temps les gens estimaient que le Milan et le milieu milanais faisaient jeu égal avec celui du Napoli. C'est après qu'on a pris l'eau, c'est-à-dire qu'on n'a pas été capable de revenir avec des meilleures intentions en deuxième mi-temps, d'enfoncer le clou, parce qu'on manquait de créativité, ça c'est fréquent, de mouvement certainement devant également, et puis les bons choix n'étaient pas faits par les milieux de terrain. Donc on va y revenir, là on va parler également de ce positionnement de Bonaventura en meneur de jeu que moi j'ai soutenu, donc je vais l'assumer, mais on peut dire qu'il n'est pas aidé, on peut dire aussi que autour de lui, bon c'était pas extraordinaire, et on peut dire aussi que c'est pas au bout de 2 matchs qu'on joue. Mais moi ce que je retiens, et ce sur quoi vraiment j'ai envie d'insister, même si la défaite est évidemment extrêmement préoccupante, fait mal aux supporters que nous sommes, encore une fois on n'a pas l'habitude, c'est rare ce genre de défaite à San Siro, j'aimerais qu'on donne du temps à cette équipe malgré tout, il y a des changements à faire, il y a une équipe type à mettre en place, c'est certain, il y a des lacunes, et quand il y a des blessés on le voit tout de suite, enfin en tout cas on le voit encore plus, mais je pense que, si vous voulez, la reconstruction ça passe aussi par là. Voilà, c'est triste, ça fait pas plaisir, mais ça passe aussi par des déconvenus, et faire jouer des jeunes, comme on l'a fait avec Romagnoli depuis le début de saison, ça veut dire que oui, de temps en temps, il y aura quelques petites erreurs de jeunesse, des cartons jaunes qui se transformeront en rouge, avec Calabria, même si on n'a pas eu beaucoup, il y aura peut-être quelques lacunes, mais on travaille pour l'avenir. J'ai plus envie, si vous voulez, de travailler moi pour dans 2-3 ans, plutôt que de travailler pour la fin de saison, puisque je sais, contrairement à ce que dit Mehdi, qu'on sera peut-être pas dans les 3 premiers, on n'y sera certainement pas même, si vous voulez, donc je me fais pas d'illusions, et je voudrais qu'on travaille sur le long terme, et si ça tâtonne en ce moment, ben peut-être que dans 5 ou 6 matchs, Mihailovic aura-t-il trouvé la solution. Voilà, je suis pas sûr que la solution ce soit non plus Boateng, on va y revenir, mais on nous annonce Boateng possible joueur du Milan AC titulaire à partir du mois de janvier, ça se lit ça sur certains forums, on nous annonce le retour de Honda, on nous annonce Jérémy Ménez, il y a de quoi avoir peur effectivement, mais je crois qu'avec ces joueurs là il y a peut-être moyen de faire mieux aussi, avec le temps, et avec le travail, et avec les jeunes. En tout cas je vais essayer d'y croire, je vais essayer de me forcer à y croire, on va dire ça comme ça. Moi j'avoue que la déconvenue d'hier, je pense qu'elle a remis le Milan à sa place. Réellement, et moi j'avais un rêve de possible Ligue des Champions, sans parler de titre, mais je crois qu'elle nous a remis bien à notre place. Et les supporters rigolaient à la fin du match en chantant qu'on voulait le tricolore, ou même la Copa des Campions, et ça a fini sur l'Europa League quoi. Après derrière, quand on voit certaines équipes avec le Napoli actuellement, même l'Inter qui est pas forcément brillante mais qui gagne des matchs, même si ils ont pris une raclée aussi la semaine dernière face à la Fiorentina, la Juve qui va monter en puissance, ce Milan-là est encore bien loin, et je sais pas, il manque beaucoup de choses, et là ils se sont mis déjà le public à dos après seulement 7 journées. Ça va être compliqué là aussi. Ouais, mais t'as pas envie de travailler sur le long terme? Ça te plaît pas cette idée qu'on puisse construire, prendre le temps et pas être trop exigeant d'entrée de jeu? Le problème c'est qu'on n'est pas exigeant depuis un petit bout de temps là maintenant. On va commencer à gagner des matchs, ça fait 3 ans. Oui, mais on n'a jamais travaillé avec les jeunes, Nico. C'est ce sur quoi j'essaye d'insister. C'est-à-dire qu'en réalité on aurait dû le faire depuis 2007, voire depuis 2009, en étant tolérant. On l'a jamais fait. On commence à le faire un petit peu. Donc c'est là maintenant qu'il faut être patient si tu veux. Alors qu'effectivement ils auraient dû le faire plus tôt. Ça, je suis d'accord. Comme jeune, on a Rodrigo Eli. Bon, je sais pas. Après, j'ai pas envie de tirer sur l'ambulance sur ce gamin qui rate son 2e match pour la 2e fois qu'il joue en match officiel parce qu'il a que 20 ans. C'est Zapata à la base qui a 30 ans qui doit tenir la baraque. Quand tu vois le modèle à côté, c'est difficile pour lui de tenir la route. Mais je dirais, il y a José Mauri qu'on a pris de Parme, il joue pas un match. Non mais Calabria et Romagnoli ont joué pas mal quand même depuis. Oui, Romagnoli quoi qu'il arrive, il y a à mon avis il y a le prix du transfert, il arrive dans la peau d'un titulaire. Après il est bon, on l'a vu, ça c'est sûr. Après on va voir avec Calabria, qui était sur le banc, c'est que j'ai remarqué, j'ai pas fait tilt sur le coup qu'il n'était pas titulaire, j'étais un peu surpris. Mais bon, après voilà, c'est sûr que avec la prestation de De Sciglio hier et d'Antonelli, c'était tout bon pour Calabria et Abaté. Oh, t'es dur avec Antonelli encore une fois. Hier, tous ceux qui n'ont pas joué ont marqué des points. La faillite collectif.
du match. Bon, Emilia, on passe aux individualités et on en vient donc à notre gardien Diego Lopez. Le gardien Diego Lopez. Difficile question, c'est un peu toujours les mêmes choses qu'on répète avec lui. C'est voilà, il est capable de faire des belles choses. Il est toujours un petit peu inquiétant dans ses relances et après. J'ai pas l'impression que ce soit le genre de gardien dont je sais que lors du transfert de Petrosec à Arsenal par exemple les défenseurs de Chelsea disaient il va vous faire gagner des points. J'ai pas l'impression que Diego Lopez ce soit un gardien qui fasse gagner des points à son équipe. J'ai l'impression que voilà il est là mais si c'est un autre du même niveau ça change pas grand chose. Alors l'année dernière on a dit le contraire mais c'est vrai qu'il évolue pas et il évolue pas très positivement quoi. La courbe n'est pas ascendante, ça je suis certainement d'accord avec toi et puis sur les buts d'hier, sous Palio, il y a peut-être 2-3 trucs qui sont un peu pour lui, non? Oui, notamment sur le coup franc, la main n'est peut-être pas assez ferme, mais bon. Après, le coup franc est bien placé. Moi, je lui reprocherais aussi ses relances au pied qui atterrissent rarement sur un Milanais. Nico, Stade, comment ça t'a semblé? T'as pas envie de lui imputer les buts, mais bon, le problème, c'est que c'est ça à chaque fois, quoi. Il en prend toujours. Il n'y a jamais un match. Bon, il y en a eu beaucoup d'occasions, mais il y a toujours un but que tu te dis, il peut peut-être l'arrêter et il fait pas l'exploit, en fait. Alors, c'est vrai que l'année dernière, il nous a évité, on en parlait la dernière fois, je pense, de très grosses déconvenues, comme par exemple à Turin, où on en a pris que 3, on aurait pu en prendre 6 ou 7 s'il n'avait pas été dans les cages ce jour-là. Il sort un gros match, mais en prenant que 3 buts. Le problème, c'est que, voilà, quoi, est-ce qu'il n'avait pas été mis dans la lumière aussi l'année dernière par la faiblesse de notre équipe? Automatiquement, défaut, quand t'as 15 arrêts à sortir pour un gardien de but, tu peux en sortir 10 ou 11. Mais bon, après, il y aura toujours un ou deux, on va pas en vouloir s'il pourra pas tout arrêter à chaque fois. La différence entre un grand gardien et un bon gardien, si on prend l'exemple de Buffon, même s'il a pris un but un peu pour lui ce week-end face à Mounier, c'est que Buffon, ce genre de grand gardien, quand ils en ont une ou deux à sortir dans le match, ils la sortent, quoi. Mais même à une époque, alors je dis pas qu'Abbiati est un immense gardien, mais à une époque, Abbiati le faisait, ça ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y avait une ou deux à faire dans le match et il la sortait. Et je me demande l'année du titre, oui. Je me demande si Diego Lopez apporte réellement un plus par rapport à l'Abbiati d'il y a 3 ans. On en a parlé plusieurs fois ici, hein, à mon avis, c'est du kiff-kiff bourricot. Hein. Ah ouais, exactement, je suis pas sûr que ce soit, mais évidemment, Abbiati a vieilli maintenant, donc il fallait... Certainement que Diego Lopez est peut-être un poil meilleur qu'Abbiati, voilà, vu qu'Abbiati a pris de la bouteille. Aujourd'hui. Voilà, oui. aujourd'hui, mais il n'y a pas non plus une différence, à mon avis, de niveau exceptionnel entre les deux. Non, certainement pas, non. Superlio sur la défense. La défense centrale, déjà, on a encore un match caractéristique de Zapata, une relance ratée, la deuxième consécutive, et un marquage assez ridicule. Hein. La seule chose qu'il ait bien fait dans ce match, c'était un tacle sur Higuaín à un moment du match. Ça fait bien peu. Hein. Surtout pour quelqu'un qui est expérimenté, qui a joué une Coupe du Monde et qui est souvent appelé avec son équipe nationale. Il aurait dû mieux guider Eli sur le placement. Eli, j'ai pas vraiment envie de l'incriminer, même si son placement est parfois approximatif. Il faut qu'il prenne de l'expérience. Et le but contre son camp aurait pu arriver à n'importe qui. Les latéraux, pour moi, Deschilio est vraiment une déception. Ça va de mal en pire. Franchement, en équipe nationale, je me dis, mais pourquoi Kanté le convoque, hein? Comme tu disais l'autre fois, il est l'un des plus sélectionnés par Kanté. Mais quand tu vois que faut des gros matchs en tant qu'arrière droit, pourquoi lui faire autant confiance? Après, Antonelli, je l'ai trouvé bon au niveau de la combativité, même s'il n'a pas forcément apporté grand-chose offensivement. Il revenait de blessure et pour moi ça a été le meilleur défenseur et à la 61e il fait un super retour sur Callejon qui sauve l'équipe donc alors je sais que Nico sera pas d'accord, c'est d'ailleurs lui qui va prendre la parole mais franchement... Super retour ou mauvais contrôle? Oh bah t'as vu quand même comme il va récupérer le ballon mais tout le monde ne fait pas ça dans l'équipe. Enfin, il y avait eu un très mauvais contrôle de Callejon qui pousse beaucoup trop loin son ballon, ce qui permet aussi, c'est vrai, le retour d'Antonelli, mais s'il fait un contrôle correct, Callejon après derrière il allume Diego Lopez. Hein. C'est son nouvel Antonini en fait, hein, c'est-à-dire que non, même quand le mec est bon, c'est terminé. Moi Deschilio, Antonelli, pour moi, ça a été le même combat sur le match d'hier. Je veux dire, c'est franchement avoir des latéraux de ce niveau-là au Milan. Quand tu penses que soi-disant le Milan a 4 latéraux qui postulent pour la squadra, voilà, ça fait peur pour le niveau de la sélection nationale. Oui, mais là c'était peut-être pas. Honnêtement, on peut pas trop critiquer Abaté par exemple. Quand il est là, il est bon. Et puis le petit jeune Calabria est très bon aussi. C'est sûr. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont marqué des points les deux. Des fois, même sans jouer, on marque des points. Tu nous parles de Zapata. J'étais à Gênes déjà le week-end d'avant. J'ai cette fantastique passe qu'il arrive à faire à 3 mètres de Romagnoli, qu'il arrive même pas à appuyer. C'est là que tu te demandes quand même, il y a un minimum. Le prix des places augmente. Alors je vais peut-être faire un peu démago. Le prix des places augmente. Le prix du merchandising, des abonnements de télé.
le salaire des joueurs, les transferts qui explosent chaque année, et t'as des gars qui arrivent même pas à te faire des passes correctes à ce niveau-là. Des fois, je me demande si j'ai pas raté une carrière quand je vois Christian Zapata jouer. Enfin, c'était quand même quelque chose de dingue. Hier, il offre le premier but, comme la week-end dernier où il crée un carton rouge pour nous, contre nous. Enfin, il avait fait un match, un désastre complet, et ce qui n'a pas aidé le pauvre Rodrigo Eli aussi, qui est passé aussi à côté, hein. Tous les deux, je sais pas combien de passes ils ont réussi à faire, mais en tout cas, le nombre de relances données à l'adversaire, elles ont été incalculables. Moi, je me demande combien de maillots floqués Zapata sont vendus par an, surtout. J'en vois toujours pas. Oui, non, mais c'est intéressant, parce que faudrait avoir les stats, ça c'est marrant, hein. Milan publie pas ça, mais je suis curieux de savoir quel joueur. Dernière chose, sur Zapata, il y a quand même un truc qui me déçoit au niveau de Mihailovic, c'est que le seul point positif que je trouve à cet entraîneur, c'est qu'il n'a pas de langue de bois et qu'il est capable de prendre des décisions sèches, radicales. Et je m'attendais quand même à la sortie de Zapata. C'est la deuxième en 2 matchs. À un moment, t'as Alex sur le banc. Tu le sors, un truc qui veut dire quelque chose pour les supporters, parce que quand Zapata fait une bonne passe, Zapata ballon d'or dans les tribunes du stade, on se fout tous de sa gueule à ce pauvre gars. Il n'y a jamais rien qui est fait. Et je suis persuadé que dans 2 semaines, Zapata, il est titulaire aux côtés de Romagnoli contre le Torino. Évidemment. Et il a des passes droits, ce garçon, que personne ne comprend. Alors quand il fait un bon match, c'est une chose, mais quand il se rate, à chaque fois, ça coûte des points à l'équipe. Hein. Et je rappelle qu'on a viré Paletta. Voilà. Et Emilia. Oui, alors on parlait de défense, c'est ça, c'est défense, d'accord. C'était donc ça qu'on avait sur le terrain. Ces 4 types à l'arrière, c'était donc une défense. Que dire de plus qui n'a pas déjà été dit. Cette défense n'a pas existé, soyons clairs. Alors, incriminer Rodrigo Eli, ça me paraît un peu sévère parce que voilà, il est jeune. On peut pardonner, d'autant que vu les spécimens qu'il a à côté de lui, il n'est pas aidé le pauvre. De Ciglio, je sais pas si c'est son cousin ou si c'est son frère jumeau qui est là, je sais pas. J'ai pas d'autre explication. Je l'ai trouvé étonnamment haut parfois sur le terrain et étonnamment seul, et il a raté un nombre de choses offensivement qui étaient assez hallucinantes. On parlait des longs ballons pour personne, on tient à des spécialistes. Et puis Antonelli, il a alterné un petit peu le bon et le moins bon. Quant à l'ami Zapata, moi je vais proposer au milieu de ce marasme et de toute cette déprime et cette gueule de bois qui nous anime, un petit vote. Moi je propose qu'on décerne à Zapata le prix Muntari du plus mauvais joueur du match. Bah oui. Je pense que vous C'est vrai, serez d'accord. Quand il pense quand même, je me demande si Muntari n'a pas été meilleur que Zapata maintenant sur son passage milanais. Ah oui, Zapata, je là pense. il est en train de marquer des points quand même. Hein. C'est là où tu vois, c'est un peu à l'image de Vincent Labrune avec Valbuena. Je regrette d'avoir retiré, tu sais, la place du flop 3, mon numéro 1 de mon flop 3, je l'ai retiré en honneur à Muntari. Je pense que je vais devoir revoir mon jugement parce que Zapata, il est très 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 fort. Le truc c'est qu'il jouait pas forcément titulaire avant à chaque fois, alors que là on le voit beaucoup quoi. Ouais, c'est ça. Et le problème c'est que du coup ça se voit plus. Mais c'est vrai qu'effectivement moi aussi je me suis dit cette relance j'aurais pu ne pas la rater quoi. Non mais c'est certain, mais ça va donner des vocations ça. Hein. Ouais, il va y avoir des inscriptions. Mais si ça peut garnir le centre de formation du Milan, tant mieux. Évidemment, on est pour, c'est bien. On passe au milieu avec Soupalio. Le milieu, j'ai été déçu par Kouchka, qui avait très bien commencé, mais ça a été vraiment un mirage, vu que toutes ses frappes étaient ratées et ses dribbles aussi. Montolivo, toujours aussi lent, quelques bonnes orientations de jeu, mais des relances à faire peur. Hein. Il a été rappelé en équipe nationale, c'est bien gentil, mais pour moi, il n'a pas le niveau d'équipe nationale. Bertolacci, je comprends toujours pas ce qu'il fait sur le terrain. Vu ses performances, je comprends pas que Poli reste sur le banc alors qu'il pourrait apporter un petit peu plus de vivacité. Ah ça c'est sûr, j'espère qu'il fait partie des gens comme Ladinigo qui ont marqué des points. En tout cas, vu ce que les autres ont fait, il devrait au moins avoir une fois sa chance, hein, si la méritocratie existe vraiment selon l'entraîneur serbe. Mais même la Gazzetta, hein, pardon de te couper, mais même la Gazzetta, je l'ai lu en tout cas sur leur site internet, ils se sont demandé mais qu'a fait Poli pour être exclu du 11 titulaire alors qu'il était très bon avant. Hein, donc si même eux s'en rendent compte et le disent, c'est bien qu'à un moment donné c'est censé faire tilt dans la tête de l'entraîneur, parce qu'ils lisent quand même beaucoup la presse et on sait très bien qu'il y a des décisions d'entraîneurs qui sont motivées en partie par ce que peut raconter la presse. Je te laisse continuer. Surtout qu'il avait fait une bonne rentrée à Udine
au milieu de terrain, il avait permis de bien conserver le score. Donc ça aussi, c'est incompréhensible. Après, Bonaventura, moins bon que les autres fois, il s'est bien battu, a mis des coups, mais dans son poste de numéro 10, il n'a pas apporté grand-chose. Hein. Après, je pense que Mihajlovic devrait faire un petit peu comme l'entraîneur napolitain et peut-être abandonner le 4-3-1-2 pour un autre système. Hein. Ah, tu vas faire plaisir à Emilia là. Ah oui. Bah vas-y Emilia, justement sur le milieu, Nico finira. Déjà, effectivement, disposition tactique, comme je le disais, comme je le dis régulièrement, complètement anachronique et ça n'a rien à faire là. Mais bon, soit, admettons. Montolivo, moi j'ai trouvé un peu à l'image d'Antonelli, c'est-à-dire que un peu tantôt intéressant, tantôt exaspérant. Ouais. Il y a de tout dans le jeu de Montolivo aujourd'hui. On retrouve pas le joueur qui a fait, je dirais pas le bonheur de la nationale et ce serait un peu exagéré, mais en gros le niveau qui a fait de lui un joueur indiscutable en nationale et plutôt il y a quelques saisons de ça. Et c'est vrai, pardon, mais c'est juste pour abonder dans ton sens, simplement, parfois tu le vois faire des gestes. Exactement. De classe, mais vraiment. Et de classe, vraiment, ouais. Et qu'on voit plus, à part chez lui, quoi, si tu veux, dans cette équipe, et même qu'on voit assez rarement, je trouve, dans le football actuel, parce qu'il a une vista, il fait partie de ces joueurs qui jouent en levant la tête, tu vois, et qui ont toujours le buste très droit, etc., et qui ont une certaine élégance sur le terrain, et des certaines facilités techniques. Et c'est tellement, en sachant ça, et en le voyant faire ça, c'est tellement rageant de le voir 3 minutes plus tard faire des passes à l'adversaire, et tu comprends pas. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Alors en même temps, c'est le capitaine, en plus, donc, j'allais dire, est-ce qu'il a été déstabilisé par ses partenaires? Non, c'est lui qui est censé stabiliser ses partenaires. On sait tous qu'il en est pas capable. Mais c'est frustrant, quoi, parce que techniquement, je pense, potentiellement, hein, j'entends bien, je parle pas de ce qu'il montre et de la régularité, je parle uniquement potentiellement, c'est l'un des plus forts techniquement qu'on ait dans notre effectif. Mais c'est ça qui est rageant effectivement, et c'est vrai que, ouais, contrairement à d'autres joueurs de cet effectif, lui on peut dire le ballon est son ami. On en a parlé avec la défense. Voilà, non mais on en a parlé avec la défense. Vous voyez, suivez mon regard. Non, mais voilà, c'est vrai que ce joueur, moi j'ai voulu qu'il vienne pendant très longtemps. Quand il était à la Fiorentina, je disais il nous faut ce joueur, il faut qu'il vienne à Milan, il faut qu'il soit. Et là, le voir comme ça me dégoûte parce que je me dis s'il était venu 3 ou 4 ans auparavant, je pense qu'on a raté quelque chose avec Montolivo et je pense qu'il aurait fallu le prendre plus tôt pour avoir quelque chose d'intéressant. Concernant Kouchka, je l'ai trouvé intéressant moi dans la bataille du milieu de terrain, vraiment. C'est-à-dire qu'il est allé au combat, quoi. Il n'a pas hésité, parfois à compenser un peu les errements défensifs de ses petits camarades, même si bon bah comme souvent c'est le genre de joueur qui peut pas être partout. Voilà, moi c'est un joueur, je dis pourquoi pas, voilà, pourquoi pas, peut-être pas dans la peau d'un titulaire, mais le mec que tu fais rentrer à la 60e quand tu vois qu'au niveau récupération du ballon, bah physiquement t'y es peut-être un petit peu moins, je pense qu'il peut amener un petit supplément. Offensivement c'est pas dégueulasse, c'est pas c'est pas Ronaldinho, hein, mais c'est pas mal. Ça, moi j'ai envie de voir un peu plus. C'est vrai que c'est le premier match où je le voyais vraiment titulaire, etc. À confirmer, à voir ce que ça peut donner. Par contre, bon, Bertolacci, va falloir en parler parce que là, c'est clairement ce qu'on pourrait appeler le syndrome de la nouvelle voiture, c'est-à-dire que tu as une nouvelle voiture dans ton garage, elle t'a coûté cher, tu la sors, quoi. Ah, c'est le cas du siècle, hein. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est vraiment, il a coûté une fortune, donc il faut qu'il joue. C'est l'aspect économique qui prime sur le sportif, on le sait. Exactement, c'est exactement ça. Et c'est d'ailleurs, il y a beaucoup d'équipes qui souffrent du même problème, Paris, Manchester City et Manchester United et autres, et Milan aussi aujourd'hui. Et là, c'est vraiment la nouvelle voiture qu'il faut montrer absolument. Sauf que la voiture, elle a un défaut de fabrication un peu. Hein. Elle a le joint qui fuite et malheureusement. J'ai peur que ce soit pas à la hauteur et en plus. Tu tires carrément des conclusions définitives. Non, je tire pas. En fait, je tire des conclusions définitives quant à sa position dans ce système-là. Ça, je suis d'accord. Oui. Moi, ce que je veux, à la limite, Bertolacci, en gros, c'est soit on garde ce 4-3-1-2, soit on garde Bertolacci titulaire. Mais à mon avis, on ne peut pas garder les deux. C'est parce que ça marche pas. On le voit, ça fait plusieurs matchs qu'il est titulaire, ça fait plusieurs fois qu'il nous sort les mêmes prestations, ça ne fonctionne pas. Certains le souhaitent en 10 quand même, hein. J'ai lu ça, bon je sais pas. C'est ce qui va se passer à mon avis. Hein.
Mais le problème, c'est qu'on est tous à chercher des 10, mais quelle équipe joue avec un 10 Non, mais quelle grande équipe joue avec un 10? Quels sont les grands numéros 10 aujourd'hui? Ils sont où, les grands numéros 10? Non, il n'y en a plus, non, ça c'est certain. Les deux qu'on connaisse, c'est qui les grands numéros 10 à l'ancienne d'aujourd'hui? C'est Javier Pastore qui est sur le banc au PSG, et c'est Mesut Ozil qui joue sur un côté à Arsenal. Les voilà, les deux grands numéros 10, ceux qui seraient les grandes stars s'ils avaient joué 20 ans plus tôt. C'est tout simplement ça. Donc il n'y a pas de numéro 10 aujourd'hui, et j'allais y venir. Bonaventura, il a rien à faire au poste de numéro 10, il faut qu'il soit à la limite justement dans un milieu à 3, qu'il soit parmi les 3 du milieu de terrain. Il faut qu'il soit un peu plus bas, soit un peu plus haut, mais certainement pas entre les deux. Il a rien à y faire et ça se voit, il est perdu. Bah, en ce moment c'est sûr, mais en même temps il n'est pas aidé par ses partenaires, mais ce qui est vrai c'est qu'on a besoin de lui de toute façon, la question se pose pas vraiment, parce qu'on a besoin de lui dans la transmission. C'est le meilleur joueur sur le terrain à chaque match. Ouais. Ah non, c'est certain, c'est certain. C'est évident, il faut qu'il soit là maintenant, pas à ce poste-là, c'est clair et net. Le poste il est pas fait pour lui, et ce poste-là n'existe plus dans le foot d'aujourd'hui. Ouais, enfin, après on peut le déplorer aussi, hein, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, j'ai pas émis de jugement de valeur là-dessus. Moi, le 10 à l'ancienne, je trouve une classe qu'il y a chez aucun autre joueur. Maintenant, ça n'existe plus dans le foot d'aujourd'hui. On peut le regretter. Maintenant, il faut savoir évoluer aussi, parce que là, on a un joueur qui sert à rien sur le terrain. Bah, à l'heure actuelle, c'est certain. En tout cas, je dirais pas que Bertolacci est un mauvais joueur de foot, parce que je pense que c'est un petit peu trop tôt pour l'affirmer. Mais clairement, il a pas pris ses marques dans cette équipe. Son rôle n'est pas trouvé. Il faut dire aussi qu'il revient de blessure, mais que ce qu'il faisait avant n'était pas terrible. Donc, il va falloir attendre, être patient. Je répète, on a vu des joueurs être extrêmement mauvais pendant 6 mois dans certaines équipes et exploser après. L'arrivée de Rai au PSG, on cite souvent cet exemple, mais c'est vrai, c'était une catastrophe absolue, et ça tout le monde l'a oublié. Tout le monde se souvient du Rai capitaine, brillantissime, etc. Mais les premiers mois de Rai au PSG en 94, c'était terrible quoi. Et il a relevé la tête après son but, précisément de la tête, contre Barcelone, égalisation au Parc des Princes, victoire de buts à 1. Nico, on y vient, c'est à toi de parler maintenant. Ah non, t'as déjà fait le milieu toi? Non, j'ai pas fait le milieu. D'accord, donc je vais pas rajouter grand chose sur Montolivo, Kuška et Bertolacci. Je vais rejoindre Emilia parce que c'est surtout ça que je voulais dire. Bonaventura en 10, plus jamais, on se rend compte que ça fait 2 matchs. J'en étais quasiment sûr, je voulais qu'on essaye, mais j'en étais quand même quasiment sûr au fond de moi que ça allait être une grosse déception, car techniquement, il n'a pas le talent pour jouer numéro 10. Il n'a pas cette technique individuel pour pouvoir jouer à ce niveau-là. Ça reste quand même un besogneux à la base, quand même, je pense aussi. Bonaventura, il est beaucoup dans la récupération, il se bat beaucoup, des fois il arrive à faire de belles choses, il sait centrer, il a une bonne frappe de balle de loin, mais c'est pas non plus le gars qui va te donner un très bon ballon dans la profondeur. Et depuis le Genoa, malheureusement, il avait été... Nico, oui, mais malheureusement, on voit qu'il est complètement perdu. Et à l'époque, avec Inzaghi, là où, parce qu'il était meilleur avec Inzaghi encore qu'avec Mihajlovic, selon moi, il jouait où? Il jouait sur l'aile gauche. À la base, son vrai poste, c'est ailier gauche. Alors c'est que un peu plus bas avec Mihajlovic, il est bon, car voilà, il lâche jamais rien, donc il se bat. Et bon, il est juste un petit peu plus bas, il est un poil moins bon. Mais après, en 10, je le trouve à la ramasse. Ça n'a rien à voir avec le joueur qu'on voit depuis le début de la saison. Là, ça fait 2 matchs. Il est perdu complètement sur le terrain, il court partout, il a jamais le ballon, il a très peu le ballon, et quand il fait très souvent les mauvais choix. Enfin, il faut vite qu'il revienne, malheureusement, comme il dit, il y a Bertolacci, il y a Montolivo qui apparemment est dans les bons papiers de Mihajlovic. J'espère qu'après ce match-là, ça va changer un petit peu. Bertolacci, vu le prix qu'il a coûté, il va encore avoir quelques matchs où il va pouvoir jouer à son poste. Kuška aussi est dans les bons papiers. Donc moi, Bonaventura, je le reveux à son poste de mezzala. Il était très bien. Et on va pas changer le peu de choses actuellement qui marchent au Milan AC. Mais alors moi je comprends certaines choses, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive à l'heure actuelle, de toute façon on en a besoin au milieu de terrain, donc il n'y a pas vraiment de discussion. Maintenant, de là à dire qu'il n'a pas la technique pour jouer derrière les 2 attaquants, faire la passe en profondeur, etc., c'est pareil, je tirerai pas des conclusions après 2 matchs. Je trouve que c'est un peu tôt, tu comprends? Surtout après un match comme le Napoli où on a complètement pris l'eau, donc c'était peut-être pas non plus la meilleure façon de se mettre en évidence quoi. Mais je comprends certainement, ça c'est sûr, qu'on l'a vu nettement meilleur à d'autres postes, ça c'est sûr pour l'instant, oui. Mais on l'a vu aussi beaucoup plus longtemps et beaucoup plus souvent à d'autres postes. On peut dire aussi qu'on n'est pas non plus... On a pris l'eau sur ce match-là en termes de résultats, mais contre l'Udinese et le Genoa, si on regarde, ça fait 2 matchs et demi. Hein. Ouais. Et Milan touche pas une quille, hein. Ça fait 2 matchs et demi qu'on est sur la même performance de la deuxième mi-temps contre l'Udinese. On a pris 7 buts en 220 minutes. Et 0 marqué, c'est quand même une stat qu'il faut quand même balancer. Hein. Il y avait du Courbus dans la tonalité de ta voix. Ah, c'est le sud. Hein. Vas-y, Super Lio sur l'attaque. L'attaque n'a vraiment pas eu beaucoup de bons ballons à se mettre sous la dent. Hein.
Donc j'ai pas trop envie de les incriminer, mais Bacca sur les 3 derniers matchs depuis son doublé contre Palerme, il est quasiment inexistant. Luis Adriano, quelques bons mouvements, mais honnêtement, il est lui aussi inexistant ces derniers temps. Donc pour l'instant, ce sont 2 grosses déceptions sur les 3 derniers matchs. Moi j'espère que ça va pas devenir Luis Adrobinho parce qu'à la 25e, la talonnade il fait une espèce de talonnade sur un centre, je crois, de Bertolacci. Et j'avais déjà émis des doutes parce que c'est pas la première. Enfin, on peut pas dire que ce soit vraiment une vendange parce que le ballon vient de derrière, c'est pas facile. Je suis d'accord, mais enfin, je suis pas sûr qu'Inzaghi aurait fait la même chose. Et après, j'ai peur de ces attaquants, moi, qui vendangent. Moi. Et après Cerci, non, là franchement ça fait de la peine. Quand tu penses qu'il y a 2 ans, il brillait de mille feux avec Immobilier, les deux ont connu une trajectoire qui fait peur. La déchéance les a bien eus. Oui, c'est certain. Mais c'est vrai que si on regarde les occasions chaudes du Milan, il n'y en a pas eu vraiment. Il y a eu la tête de Kučka qui a été captée par Reina à la 60e. Et puis il y a cette occasion de la 25e là qui aurait pu se transformer en but peut-être avec un. Il y a une frappe de Montolivo en tout début de match. Voilà, oui, si on peut considérer ça effectivement, qui est parti très bien. Oui. Alors Emilia, donc sur cette attaque. Alors, Luis Adriano, 7 matchs, 1 but. Et beaucoup de vendanges. Voilà. Et toujours titulaire, si je ne m'abuse. Ça commence à faire beaucoup, n'est-ce pas ? Alors oui, il est volontaire, oui, il montre 2-3 choses, oui, techniquement parfois c'est intéressant, mais je commence moi aussi à avoir des réserves. Alors j'ai pas envie de l'enterrer au bout de 7 matchs évidemment, mais non, surtout sur les attaquants, c'est difficile de juger. Mais bon, c'est quand même... Voilà, j'ai des réserves sur ce joueur. J'attends de voir la suite, toujours en tant que titulaire par contre. Après, toujours pareil, à ce poste-là, moi je suis pas convaincu. Maintenant, à voir. Quant à Carlos Bacca, je pense qu'il va pouvoir se mettre à chanter la chanson de Lucky Luke du Cowboy solitaire, là, parce que il doit se sentir bien seul, le pauvre, perdu au milieu des défenseurs qui sont plus grands que lui, à voir passer les ballons aériens qu'il ne peut même pas espérer obtenir. Sans compter les innombrables passes en profondeur ratées elles arrivent à 6 mètres, 10 mètres devant lui, c'est une catastrophe. Il lui faudra un Vespa pour les récupérer ces passes-là, quoi. Et il court vite. Et en plus il court vite, c'est dire. Non, mais le pauvre, quoi. Quand tu sais ce que ce mec-là est capable de faire, c'est de là où dans les clubs dans lesquels il aurait pu signer. Si le Milan s'était pas positionné, il serait dans une grande équipe aujourd'hui et je dis ça, je pèse chacun de mes mots. C'est-à-dire s'il n'était pas à Milan, il serait dans une grande équipe. Mais c'est vrai que moi, comment tu veux lui en vouloir sur ce match ? C'est impossible. On a en gros une équipe qui ne joue pas sur les qualités de son meilleur joueur, ce qui est quand même terrible. C'est quand même ahurissant. Quand on voit l'équipe du PSG, par exemple, elle joue pour Zlatan, ok, mais Zlatan, c'est parmi ses meilleurs joueurs, donc comment tu veux lui en vouloir ? Quand le Barcelone joue pour Messi, oui, c'est normal. Milan joue pas pour Bacca. C'est ahurissant, ça. C'est incompréhensible. Milan devrait jouer, le coach, il devrait faire sa feuille de match avec Bacca et mettre ensuite 10 mecs autour pour favoriser le rendement de Carlos Bacca. C'est pas le cas aujourd'hui, clairement. I'm a poor lonesome cowboy, c'est ça que tu voulais dire. Exactement, ouais, c'est ça. On va demander mais à comme Nico. Je chante très mal, je l'ai pas osé. Ah mais non, dis donc, tu vas nous faire Fratelli d'Italia à la fin, on en est convaincu. Allez, Nico, l'attaque. Si on gagne l'Euro. C'est vrai que les deux n'ont pas fait un bon match, même si on sentait quand même que de Bacca, l'étincelle pouvait venir à tout moment. On sent que ce joueur, il a du talent. Déjà, il lâche rien, c'est un bestiau, c'est impressionnant. Et c'est le seul qui 2-3 fois a mis un peu à mal Koulibaly, même si le défenseur du Napoli a très bien défendu sur lui. Mais bon, il est temps de se poser encore une nouvelle fois la question, combien d'attaquants le Milan va tuer ? Parce que Fernando Torres, alors je suis bien d'accord que la fois où il est venu, il y a eu un raté complet et aujourd'hui il traîne encore un peu comme une âme en peine dans l'Atlético Madrid. Mais bon, il marque quand même contre le Real Madrid et Barcelone des fois. Donc j'ai vu les buts, ouais. Des fois il marque. Matri, même si je ne l'aime pas, il est parti à la Juve, il a réussi à planter. À la Lazio, premier match, il rentre à la 60e, il marque 2 buts en 20 minutes. Enfin, partout où nos joueurs partent, nos attaquants partent, ils marquent des buts. Et Paloschi marque. Gilardino. Oui, bon, ça fait un petit bout de temps quand même, je vais pas revenir autant en arrière, mais je veux dire par là que c'est Huntelaar, pareil au Milan, faut pas non plus oublier, Huntelaar. C'était une chèvre à l'époque, on l'écoutait. Il jouait lié droit, c'est normal. Il jouait lié droit. Non mais ça je m'en souviens, à une époque je me prenais la tête avec tout le monde en disant que c'est une chèvre ce joueur. Je dis c'est un buteur, il faut lui mettre les ballons dans la surface. Depuis qu'il est à Schalke, c'est 20 buts par saison au minimum.
Mais je veux dire, on est en train de tuer les attaquants, alors on va peut-être réussir un nouvel exploit, c'est tuer Carlos Bacca. Luis Adriano est peut-être moins un tueur, mais bon, je vais lui laisser un peu plus de temps parce que il avait vraiment montré de belles choses et une bonne complémentarité avec Carlos Bacca, mais on a l'impression qu'elle a disparu, celle-là aussi. Donc C'est Balotelli qui a tout craché là. Bah, malheureusement, Balotelli est arrivé, mais actuellement, c'est que quand tu vois, je comprenais pas pourquoi Balotelli est arrivé titulaire. Il avait tenté quelque chose, Mihailovic. Mais bon, quand tu vois actuellement, sur les 2 derniers matchs, mine de rien, Balotelli, il a quand même un petit truc où à un moment, il peut te faire l'étincelle. Contrairement à il peut avoir ce geste, cette passe, pour débloquer quelque chose. Donc là, il a une pubalgie, mais si les deux ne se dépêchent pas assez rapidement... Enfin, Bacca, à mon avis, il est sûr d'être titulaire maintenant. Mais Luis Adriano, s'il ne dépêche pas de marquer des points pendant l'absence de Balotelli, à mon avis, on va très vite passer sur une attaque Balotelli-Carlos Bacca. Emilia. Ouais, je disais effectivement, la lumière peut venir de Balotelli, comme disait l'autre, mais le problème c'est pas que la lumière peut venir de ce joueur-là, c'est que on a besoin de la lumière d'un joueur pour marquer des buts. Ah mais Jérémy Ménez. Moi c'est ça qui m'exaspère à la limite, c'est qu'on ait besoin d'une étincelle individuelle pour arriver à mettre des buts. C'est pas possible ça. Moi collectivement, ça fait longtemps que j'ai laissé tomber au Milan. Mais ça fait des années que c'est comme ça. À l'époque Zlatan, c'était ça. Hein. Mais c'est d'ailleurs depuis l'époque Zlatan que c'est le cas. C'est même d'ailleurs le gros problème de cette équipe et dont elle ne s'est toujours pas remise, c'est qu'on attend la lumière du super méga superstar. Sauf que non, ça marche pas comme ça. Le foot, ça se joue à 11, on se fait des passes et c'est un jeu collectif et on a suffisamment d'équipes qui gagnent des grandes compétitions européennes pour nous le montrer. Et je veux pas enfoncer le clou, mais c'est depuis qu'on a viré Pirlo quand même. Hein. Parce que ça aussi, ça coïncide. Hein. Virer Pirlo ou installer Zlatan. Oui, mais c'est la même époque. La peste ou le choléra, en fait. Mais c'est la même époque. Zlatan a fait gagner un titre au Milan AC quand même. Hein. Oui, bien sûr, mais parce que Zlatan est exceptionnel. On est d'accord, mais tout le monde n'est pas Zlatan, surtout le Zlatan de l'époque, ce qu'il a baissé, je pense, depuis. Mais Pirlo, je rappelle, a été blessé, il a joué 15 matchs, je crois, la saison du titre, si je me trompe pas. Et ensuite, il est parti. Hein, mais je veux dire, collectivement, c'est ça, on a tout perdu quand Pirlo s'est blessé, puis est parti. Ça, c'est une certitude. Alors, je dis pas que c'est la seule raison, mais c'est marrant que ce soit quand même une petite coïncidence. Enfin bref, il va être temps de passer au mot de la fin, donc c'est Soupalio qui s'y colle. Le mot de la fin, j'ai envie de rendre hommage à Insigne qui fait un superbe début de saison et je lui souhaite de continuer ça en équipe nationale. Sorti sous une standing ovation de San Siro. Oui mais quel joueur, et ça fait longtemps qu'on le sait, et c'est marrant, je crois qu'il a été assez souvent blessé si je me trompe pas. Oui, il est fragile. Hein. Pardon ? Il est fragile. Oui, il est fragile, mais le talent, ça fait longtemps qu'on le connaît, quoi. Donc, j'ai pas été très surpris. Puis le coup franc qu'il met, encore une fois, voilà, sympa. Le but, même le 1-2, machin. Enfin, il y a tout, hein. Il y a tout chez ce joueur, il y a tout ce qu'on aime. Alors certains disent, oui, ça va faire comme Giovinco, machin, pas physique, tout ça. Bah, écoute, je pense que ça peut faire même mieux que Giovinco. Et je pense surtout que Giovinco est très sous-estimé et qu'en réalité, il y aurait eu moyen avec ce joueur aussi de faire beaucoup mieux. Emilia, mot de la fin. En 2 mois, on a perdu notre projet de stade, probablement notre actionnaire minoritaire, nos espoirs, notre jeu et aujourd'hui notre honneur grâce au retour de Boateng et cette fessée 4-0 magnifique. On ne parle pas du retour de Boateng, c'est un cauchemar. On est le club le plus titré au monde. Mais le retour de Boateng, c'est pire que le 4-0 pour moi. Je sais pas si tu te rends compte, mais comme je disais hier soir, j'ai hâte que Boca Juniors gagne un nouveau titre pour qu'enfin on arrête de nous rabattre les oreilles avec cette phrase immonde du club le plus titré au monde. Et croyez-moi, ça fait mal au millionnario que je suis de prononcer ces mots. Bon, moi j'ai hâte que Mehdi revienne dans l'émission pour qu'il nous fasse part de ses nouvelles prévisions. Nico, c'est à toi. Je vais continuer mon mot de la fin sur la suite de Emilia, car c'est ça que je voulais faire. Le Milan, donc en très peu de temps, a réussi à tout casser, donc à vouloir nous parler d'un projet de stade pendant 1 an pour au final payer 10 millions de pénalités parce qu'ils vont pas le faire et rester à San Siro. On a viré Ariedo Breida, enfin une démission un peu poussée, car à l'époque c'est lui qui a morflé pour les mauvais résultats. Apparemment il serait dans les papiers pour revenir très prochainement. On se débarrasse de joueurs comme Boateng, qu'au final ils reviennent au Milan AC, et limite en tant que sauveur, hein, parce que ah oui, c'est ça. On est à ce niveau-là. Enfin bon, au Milan, tout va bien. Voilà, tout va bien. C'est impressionnant comme ce club marche sur la tête. Et je pense que la fessée d'hier nous remet actuellement à un niveau que, entre sportivement et ce qui se passe derrière dans les coulisses, et sans parler de l'actionnaire, que tout est fait, réglé, bouclé. Ah oui, il y a ça aussi, on n'en a pas parlé encore. Encore un mois, on sait très bien que ça y est, c'est fini cette histoire. Et là, en plus, ce qui se passe mal apparemment, c'est ça. C'est que c'était pas ce truc-là, il s'y attendait pas du tout. C'est que quand on écoute la presse italienne, c'était réglé. Mais apparemment, si Berlusconi a mis aussi autant d'argent sur le mercato, c'est qu'il pensait que derrière, il y avait un retour
qui allait arriver avec les tailleurs deck. Oui, j'ai pensé ça à veut ça, dire oui. que l'année prochaine, s'il vient pas, il y a des grandes chances qu'avec la saison dans laquelle on est en train de faire, parce que sans Ligue des Champions, le Milan, parce que Berlusconi a épongé, je crois, 50 millions l'année dernière encore, le Milan va être obligé de vendre, donc Carlos Bacca, à ce rythme-là, peut-être déjà merci, au revoir. Hein. Profitons-en encore. Hein. Non mais moi, enfin, je veux pas faire de plan sur la comète puisqu'on sait pas comment réellement ça va se passer. Ça se trouve, il va signer le fameux Bill là. Mais c'est vrai que ça, c'est assez inquiétant. Personnellement, j'ai toujours voulu des jeunes, donc si jamais ça peut permettre de faire éclore encore plus de jeunes, tu sais, je serais pas si triste que ça. Mais juste une petite question. Tu me parles de la pénalité de 10 millions là, mais c'était 10 millions, c'était pas le prix de Soriano? Attends, en contrepartie, 10 millions, c'est 10 millions, c'est parce qu'il y a un arrangement et que c'est un ami à Berlusconi. Oh là là. Parce que sinon, ça aurait dû être plus. Oui, oui, à mon avis, derrière, il y aura peut-être des soirées fines à la place, mais dans le contrat. Mais en tout cas, il y avait tout qui avait été fait. On a montré. Je me demande comment on peut faire ça, montrer les maquettes aux supporters. Oh, bah non, c'était moche. Alors ça. Même si c'était moche, la manière dont c'était fait, c'était prouver que ça y est, c'était fait, c'était acté. Berlusconi, quand elle a eu l'accord, elle dit c'est une grande victoire, peut-être l'une des plus grandes pour ce nouveau Milan. Et pour revenir 2 mois après et dire c'est fini, la preuve, elle ne parle même plus, la pauvre maintenant. Elle ne parle même plus. C'est terrible. Ah, Maldini doit rigoler. Et il y en a un qui a dû rigoler hier gras, c'est Inzaghi. Ah oui, ça c'est sûr. Il peut, ça clairement. Il a bien raison. Il faisait mieux, hein. Il a fait mieux. Hein. Ah oui, non, certainement. Il a pas eu toutes les dépenses qu'il y a eu et il a fait mieux. Et il a été maltraité. Comme souvent, bah, comme Ambrosini à son départ. Comme tous les anciens. Exactement, il a été maltraité. Ambrosini joueur, on rappelle, hein, Nico, moi j'ai réécouté la spéciale il y a quelques jours, c'est incroyable la façon, la conférence de presse, etc. dont il a été traité, et même Pirlo, alors je veux pas relancer le débat, mais le fameux on a été champion sans toi, tu sers à rien, machin, de la part d'Allegri et de Galliani, je veux dire, il y a un problème de manque de respect aussi, alors on a souvent loué le Milan il y a quelques années quand on faisait des émissions sur les valeurs, en parlant du respect des anciens, etc., on a vu que ça a bien disparu et qu'aujourd'hui l'ancien qui revient, c'est Boateng, hein, qui fera la paire avec Menez à partir du mois de janvier. Et croyez-moi, là on va bien rigoler. On n'a pas fini de se marrer avec ce club, mais ce qui est bien, c'est que Casamilon du coup va revenir, parce qu'au moins on se marre, c'est quand même ça, hein, d'accord. Oui, on espère des jours meilleurs, mais on rigole. Bon, on va dire ça comme ça, vaut mieux le prendre comme ça. En tout cas, on sera là samedi soir pour le Torino, hein, bien évidemment, samedi soir après le match. Et puis je souhaite à toutes et à tous une excellente nuit. Et puis faites comme nous, rigolez, c'est ça la vie. Allez, à bientôt, ciao. Ciao.